Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis Watome à Valenciennes qui nous accueille chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons évoquer les sujets suivants. Nous recevrons Noem, auteur, compositeur et interprète, pour son single The Look. Ça sera en deuxième partie d'émission. Et pour démarrer, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Masquelet, chef de projet du dispositif Happy Truck qui lutte contre le stress et l'anxiété. Je salue toute l'équipe et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Enza. Vous êtes chef de projet pour le dispositif Happy Truck qui lutte contre le stress et l'anxiété dans le milieu professionnel. Mais ce dispositif a une petite particularité. C'est ça, tout à fait. L'objectif... Non, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. La particularité de se déplacer en camion, c'est ça. C'est ça, l'objectif, c'est de... la particularité, effectivement, du projet Happy Truck, c'est de pouvoir rompre l'isolement consécutif de la crise et de ses effets. Enfin, les crises en cascade, on ne va pas se le cacher. Et effectivement, le but du jeu, ça va être d'aller à la rencontre des entreprises. Alors, quand je dis entreprise, c'est effectivement... à la fois les salariés, enfin toutes les parties prenantes de l'entreprise et aussi le chef d'entreprise. On a aussi tendance à oublier que le chef d'entreprise a aussi une santé. Tout le monde a une santé mentale. Oui, j'aime pas parler de santé mentale parce que ça fait un petit peu gros mot. Il y a une espèce de choses un petit peu vulgaires. Voilà, le but du jeu, c'est aussi démystifier un peu le trouble psychique. Mais on a tendance à oublier que effectivement le chef d'entreprise, donc on ne l'oublie pas non plus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Stéphanie, pouvez vous présenter? Vous avez travaillé dans plusieurs domaines. Plusieurs domaines. Merci Serge. Qu'est-ce qui vous a donné envie vous lancer là-dedans? Vous avez déjà un parcours qui fait que vous avez aidé les gens Tout à fait. Je fais moi-même déjà de la paire aidance. Ce qu'on appelle la paire aidance, c'est quelqu'un qui est passé par la case trouble psychique, qui a développé des stratégies pour justement se rétablir, pour être ce qu'on appelle, on va utiliser aussi un gros mot, la résilience, et qui est capable d'aller justement accompagner les autres dans des difficultés similaires. On a tous un parcours différent, mais qui est capable d'aller accompagner les autres pour développer leur propre stratégie de rétablissement. Ah oui, vous êtes que l'accompagnateur, entre autres, c'est déjà beaucoup. C'est ça, on accompagne au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Alors, je vous cache pas, je ne suis pas toute seule derrière ce projet. On commence déjà à être... plusieurs, de plus en plus nombreux, parce que il y a un réel intérêt. C'est un projet pour lequel il y avait eu déjà à l'époque un business plan quand j'ignorais un peu le pan économie sociale et solidaire, puisqu'on est clairement dans l'économie sociale, on est clairement dans le pan de l'équité en fait au niveau du développement durable. D'ailleurs, on répond dans ce projet à 8 des objectifs des 17 objectifs du rapport de l'ONU sur le développement durable. Et il y a un réel par rapport à ce projet qui existe déjà qui est dans les starting blocks depuis 3 ans et demi, depuis 2020, deuxième confinement Covid. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous pensez que le confinement a accentué ce mal-être ? Si vous voulez, vous me demandiez un petit peu mon parcours. Je sais pas quelle vie je vais vous raconter parce que j'ai un parcours assez rempli. Voilà. Le Covid, oui, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur la dynamique de la crise et sur les risques majeurs. À l'époque, l'objet de mon étude portait sur les risques majeurs industriels, et on peut tout à fait transposer ça sur le risque sanitaire.
Ah oui, tout Alors à fait. j'ai eu la chance de pouvoir justement valider in vivo les hypothèses de recherche que j'avais mises en place à l'époque. Des hypothèses Alors, l'objectif, c'était quoi ? C'était de démontrer en quoi le risque majeur et la crise étaient une source d'opportunités, en fait, à la fois pour les systèmes et les organisations. Donc, j'avais réussi à mettre en évidence un certain nombre d'opportunités dégagées par la crise. C'est un terreau fertile pour notamment les prises de conscience. Alors, clairement, les gens n'étaient pas prêts à l'époque. Mais alors ça, c'était la vie d'avant. Donc, non, la vie d'avant, je suis partie faire mes études. Voilà. Alors, j'ai cette connaissance aussi du monde entrepreneurial, puisque j'ai eu aussi la chance de pouvoir faire des études dans le management, dans la gestion, dans le commerce. Je suis du cru, j'ai fait prépa HEC ici. Voilà, je suis partie faire mes études dans une école de commerce. La base, je devais pas, normalement ne pas revenir ici, je devais partir à l'étranger. Et puis la vie a fait que je suis revenue aussi sur le territoire pour passer du temps aussi avec mes proches. Et vous intervenez à la demande des entreprises, des collectivités Mais comment ça fonctionne ? Vous allez au-devant ? Alors, le caillou dans la chaussure, c'est le financement. On ne va pas se le cacher, c'est le financement. On a beau avoir plein d'idées, c'est très important d'aller mobiliser les financeurs, justement, adaptés au projet en fonction de différents paramètres du projet, notamment les choix juridiques, etc. Et oui, notre objectif, c'est d'aller à la fois transformer en profondeur, permettre un progrès sociétal profond du territoire, des organisations. Et quand on parle d'organisation, c'est bien sûr les entreprises, mais aussi les entreprises privées, comme on les entend, comme on l'entend en général, mais aussi les organisations publiques. Également les associations, tout ce qui a trait à l'organisationnel, l'organisation, l'entité qui a une utilité sociale, économique, environnementale, associative. Et j'ai eu l'opportunité très récemment, j'ai commencé un petit peu ma prospection. On va au charbon, c'est tout à fait pertinent dans le secteur, de rencontrer une DRH d'une collectivité. Clairement, il y a vraiment un plus à apporter. Alors vous avez rien du psychologue, ça n'a rien à voir avec c'est-à-dire que c'est une psychologie qui est peut-être adaptée vraiment au monde du travail. Alors, c'est une psychologie adaptée au monde du travail, ça, certes. Vous travaillez sur les risques psychosociaux, en fait. Tout à fait, c'est exactement ce terme-là qui peut être aussi... on parle de risques psychosociaux, donc on parle de burn-out, on parle d'anxiété, on parle de stress, on parle de mal-être au travail. Et quand on parle de mal-être, on parle de bien-être, on parle du sentiment de bonheur, même si le bonheur, c'est clairement un gros mot. Effectivement... j'ai pas d'étiquette de psychologue, mais j'ai quand même à mon actif 24 ans de psychanalyse, donc j'ai quand même j'ai l'expérience et je pense d'ailleurs j'en suis sûre que je suis tout à fait légitime à pouvoir accompagner à la fois le pendant, la casquette, parce que j'ai été salarié, j'ai été chef d'entreprise, J'étais porteur de projet, donc j'ai vécu, j'ai pu traverser et justement survivre à des difficultés, à des situations difficiles, et accompagner aussi des personnes en situation difficile, qu'ils soient salariés, chefs d'entreprise, en milieu associatif ou autre. Alors, comment ça se passe ? Vous allez voir une entreprise, vous exposez votre projet, et alors après, puisque l'entreprise, on ne va pas parler de pécunier, puisque ça c'est entre nous, on sait que vous êtes obligatoirement payé. Comment ça se passe ? Alors, vous convoquez les salariés au fur et à mesure pour essayer de trouver leur mal-être,
ou si c'est un mal-être personnel ou si c'est un mal-être collectif? Tout à fait, tout dépend de l'origine. L'idée, c'est vraiment d'aller faire à la fois et de la réparation, c'est-à-dire qu'on va identifier les problèmes, on va faire de la réparation, parce que voilà, clairement, je ne suis pas toute seule. Hein, voilà, il y a des thérapeutes derrière moi. Voilà, l'idée, c'est de travailler vraiment avec tous les acteurs du monde de la santé psychique, mais pas que santé psychique aussi. Tous les problèmes inhérents aux personnes. Alors, on est bien dans la réparation au niveau du trouble psychique, mais on va aussi faire de la prévention. On va aller faire un diagnostic. Hein. J'aime pas parler de diagnostic, je préfère parler d'état des lieux parce que je veux pas utiliser le terme des connotations qui peuvent porter sur la maladie. Je veux pas parler de maladie, donc je vais parler d'état des lieux. On va remonter dans les chaînes causales et on va aller traiter aussi, faire de la prévention et traiter toutes les causes. L'essentiel, la majeure partie des causes qui engendrent des troubles psychosociaux au niveau individuel et aussi au niveau collectif. Mais comment ça se fait que vous ayez eu cette idée alors que je l'entends sur tous les gens que je côtoie qui travaillent, on s'aperçoit qu'en fin de compte, moi déjà de l'extérieur, je suis capable de dire que dans telle ou telle entreprise, il y a justement ce mal-être. Vous devriez travailler 24 heures sur 24 normalement. Ça c'est sûr, il y a vraiment du travail, il y a vraiment maintenant clairement une urgence, hein, c'est juste que les acteurs sont conscients, mais il y a sont conscients ou deviennent conscients? Alors ils deviennent conscients, ils sont plus engagés aussi. Ils sont plus engagés. Parce qu'il y a une espèce de progression dans la gravité, en fait, au niveau des conséquences. 1, 2, 3, 4, 5, 6 salariés qui vont passer en burn-out. Donc, il faut essayer d'isoler la cause. Et puis les conséquences, parce qu'il y a des conséquences individuelles au niveau professionnel, au niveau familial. Puis il y a aussi, on ne va pas se mentir, aussi au niveau de l'organisation. Mais aussi une conséquence au niveau des entreprises. Hein, au niveau économique, au niveau financier, au niveau sanitaire. Non, mais on se rend compte maintenant. Quand j'avais ce discours-là, il y a quelques années, c'était encore, à l'époque, on avait la crise de plein fouet. On était très, tout le monde était plus en retrait. Maintenant, on s'ouvre et il y a cette prise de conscience, justement. Le terreau fertile a pris. Et il y a cette prise de conscience. Effectivement, tout le monde est capable de dire je sais là où il y a des difficultés, mais ça reste tabou. Ça reste tabou et c'est ça qui est difficile à faire prendre conscience au niveau des acteurs, au niveau justement des organisations, des personnes qui en auraient besoin, parce qu'il y a une espèce de stigmatisation au niveau du trouble psychique. Mais alors, il y a une stigmatisation et on met les œillères souvent. Voilà. On met souvent les œillères parce qu'on ne veut pas se dire qu'il y a des problèmes chez soi, parce que ça veut dire que peut-être on est un mauvais manager ou qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Alors que voilà, il y a des obligations aussi, mais ce n'est pas forcément ça en fait. Et on ne peut pas tout faire. On pense qu'on peut tout faire. Un DRH, il en a déjà plein le dos. Nous, on est là. On est là pour assister. On est là pour apporter du service. On est là pour désengorger leurs difficultés. On n'est pas là. On est vraiment de manière très impartiale. Ça veut dire l'idée, c'est vraiment de ne pas de venir à la fois dans une approche de confidentialité et aussi dans une approche d'impartialité. C'est-à-dire on est là pour tous. On est là pour tous et on est vraiment là en tant que soutien, en tant qu'appui. On va venir soulager les individus au niveau personnel et au niveau professionnel. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Ça a aussi une très très grande importance à l'époque actuelle,
on va pas se mentir, hein. Il y a ça part au conflit. Ça part en conflit. Pourquoi ? Alors, je parle très souvent je prends pour appui la théorie des jeux. C'est pas un truc que j'ai inventé, hein, mais c'est très... Voilà, on est obligé aujourd'hui de s'inscrire dans le schéma gagnant-gagnant. Sinon, ça part au conflit. Et on devient perdant-perdant. L'idée aussi, c'est d'aller pouvoir pacifier, apaiser les relations. C'est souvent une rupture de communication, une rupture de la confiance. Mais c'est pas irréversible, en fait. Il y a, après, il y a des choses qu'on ne pourra pas maîtriser quand le conflit est trop engagé. Mais si on peut pacifier, si on peut apaiser les relations, désengorger en plus les tribunaux, parce qu'il y a déjà beaucoup de... Il y a déjà beaucoup de travail aussi à ce niveau-là, quoi. Mais la sécurité sociale, elle doit être contente que vous soyez sur le terrain. Alors la sécu, les mutuelles, les entreprises, hein, non mais c'est vraiment, il y a vraiment, je pense, un intérêt pour tous parce que c'est. Mais vous êtes soutenu par la sécurité sociale, les mutuelles, etc. Je dois envoyer il faut que j'écrive, mais c'est des portes à enfoncer, hein. Faut y aller. Voilà, et puis c'est une dynamique à mettre en place. Mais oui, je compte bien mobiliser la sécurité sociale, les mutuelles. Parce qu'un burn-out, ça coûte horriblement cher à la sécurité sociale. Et aux mutuelles, par la même occasion. Et je vous parle pas de tout ce que ça a comme conséquences économiques, financières, les répercussions sanitaires à ce niveau-là. Mais quand vous rencontrez les entreprises, les DRH ou les jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent ils vous disent quoi, en fait ? Que c'est pas de leur faute. Grosso modo, c'est ça, quoi. Le fait que vous riez quand je vous dis ça, c'est qu'il y a quelque part, il y a une petite vérité dans ce que je dis, puisque, en fin de compte, le chef, il reconnaît rarement ses torts. Peut-être qu'il reporte sur la vie personnelle de l'employé, ça va pas à la maison, voilà. Elle est toute seule avec ses enfants. Mais je pense que les employeurs sont très intéressés par la vie personnelle de leurs agents pour pouvoir aussi s'appuyer sur ça quand ils ont besoin d'apporter des éléments de défense ou autre. Oui, disons que effectivement, il y a des... On va pas se mentir, on va utiliser les arguments. C'est possible, tout à fait possible. Après, c'est une question de bonne foi et de comment dire. Après, chacun est comme il est, mais si vous voulez, je souris parce que par exemple, je prends le cas extrême. Je prends le cas extrême d'un harcèlement, d'une mise à l'écart, pour des raisons X ou Y. C'est souvent d'ailleurs un défaut de jugement, un préjugé. Enfin, ça, je pourrais aussi en parler très longuement. Ou des manœuvres qui peuvent aussi être réalisées à l'encontre d'une telle ou telle personne. On ne connaît jamais réellement tout ce qui se passe dans les jeux d'acteurs derrière, sans parler non plus de manipulation à la Machiavel ou des choses comme ça. Hein. Mais voilà, quand vous dites que on constate actuellement une explosion des accidents de travail en France. Des arrêts de travail, des accidents de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un arrêt maladie, il n'y a pas de case harcèlement. Hein. Ah non, ça n'existe pas. C'est une case accident de travail. Alors, moi, il faut qu'on m'explique. En quoi du harcèlement est un accident de travail. Un accident, c'est pas ça, un accident. Un accident, c'est fortuit, c'est imprévisible. Dans du harcèlement, il y a une notion plus ou moins d'intention, vous voyez ? Mais il y a des solutions. Je vais prendre l'exemple d'une amie qui est homosexuelle et qui est dans son travail est harcelée constamment par 2-3 personnes. Elle s'en plaint. Elle me l'a dit, elle l'a dit à d'autres personnes, elle s'en plaint, mais il n'y a personne pour venir l'aider, donc elle s'est mise déjà plusieurs fois en maladie par rapport à ça. Il y a une solution par rapport à ces individus qui vont est-ce qu'il faut les mettre à pied, les prévenir ? Ça, c'est votre travail d'aller avertir la direction. Vous avez un peu un rôle de médiateur aussi, non ? Oui, effectivement, j'ai pas voulu utiliser le terme, il y a effectivement un très grand rôle de médiation. Oui. Et puis il y a un rôle aussi,
d'éducation aussi sur les bonnes pratiques, de mutualisation sur les bonnes pratiques. Il y a un champ d'action, un domaine d'intervention. Il y a un chantier considérable à mettre en place là, ici, au niveau du territoire. Mais je veux dire que si ce projet a la chance de justement pouvoir être dupliqué, mais moi je suis tout à fait... Il y a vraiment des choses à faire incroyables. Dans l'exemple de mon ami, comment vous interviendrez pour essayer de résoudre justement ce conflit, qui n'est pas un conflit, puisque ce sont des gens qui se moquent d'elle, puisqu'elle est homosexuelle. C'est pas... tout le monde choisit son identité et fait ce qu'il veut. Mais comment vous allez intervenir par rapport à ça ? C'est le problème du jugement, d'une stigmatisation, d'une marginalisation, de tout ce qu'on peut, de l'éducation de la personne et aussi. De l'éducation. C'est pour ça que je vous parle d'éducation. Il y a un gros travail d'éducation à faire en matière de relations humaines, en fait. On est sur de la quand on travaille, on est tous on parlait d'animaux sociaux. On a tous des relations sociales, on a tous besoin de relations sociales et d'être justement, d'avoir sa place, d'être reconnu à sa valeur dans l'entreprise, d'être reconnu pour qui on est. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, il suffit d'un ou deux éléments pour faire tout dérailler dans ces cas-là. Je reste toujours sur mon objectif de cette personne-là. Il y en a des milliers, hein, mais c'est un exemple. C'est un exemple comme ça qui me vient. Comment on fait par rapport à ces salariés puisque même si vous allez les convoquer pour essayer d'avoir un entretien avec eux, à 1000%, je vous donne la réponse. Hein. Ce sont la plupart du temps des imbéciles qui vont vous répondre que c'est pas de leur faute, c'est de la faute de l'autre personne. Alors, qui va pouvoir prendre la décision ? Il faut vraiment, en tout cas, s'il y a quelque chose de réparable et quelque chose à sauver, parce que s'il y a quelque chose à sauver dans la relation justement professionnelle, il faut pouvoir effectivement faire travailler les personnes en groupe pour faire renouer la confiance, pour faire renouer la communication. Je sais que c'est très difficile, mais je suis intervenue comme ça dans une entreprise dans laquelle il y avait un conflit, une rupture de communication et énormément de... j'ai réussi à l'époque à tourner quand même les choses de manière positive. Et le constat, le résultat de tout ça, c'est que ça a évité de grandes difficultés à la fois au niveau des différents individus, mais aussi au niveau de la personne. Après, si vraiment c'est réparable, s'il y a des blessures profondes, si c'est je retourne au travail, les pieds, les talons en arrière, ce qui se passe. Mais clairement non. Enfin, je veux dire, il y a tellement. Si vraiment ça se passe pas bien quelque part, on parle de la grande émission, etc. On se sent pas bien quelque part, c'est que c'est pas notre place. Mais il y a tellement d'autres opportunités. Peut-être et pourquoi pas justement dans ce pourquoi pas justement accompagner ces personnes dans un projet personnel professionnel, pourquoi je veux dire j'ai ce réseau aussi qui peut appuyer là-dessus. Pourquoi ne pas... C'est toujours très difficile, puisque il y avait une altercation qu'elle m'avait racontée, ça se passait dans la cantine, et dans la cantine, il y avait aussi des dirigeants qui étaient là, et quand elle s'est fait harceler par ces deux personnes qui l'ont harcelée, ils n'ont pas fait ça à voix basse, ils l'ont fait à voix haute. Des dirigeants étaient là. Tout le monde a rigolé, puisque c'était marrant Mais c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se permettre de le faire. Oui, voilà. C'est parce qu'ils savent qu'ils vont être impunis. Alors donc, s'ils le font, c'est qu'ils se sentent impunis. Clairement, ça s'appelle une cabale. Moi, clairement, je pourrais vous en raconter. J'ai cette expérience. Il doit y en avoir des centaines et des milliers. En général, les personnes se confient à moi. Non seulement je suis une oreille, mais je suis une tombe en plus. Alors, donc, du coup, je connais beaucoup de choses. Et on constate effectivement des cabales, comment dire, catastrophiques, hein, qui ont vraiment
un impact terrible sur la vie la vie personnelle des gens, sur leur propre estime d'eux, sur la confiance qu'ils peuvent avoir en eux, en la vie, aux autres. Et des choses, voilà, faut pas aller trop loin dans la destruction d'une personne. Tout à fait. Le temps passe très vite. Oui, je m'excuse. Mais non, ne vous excusez pas, Stéphanie. Il y a tellement de choses à dire. Ce que vous faites est utile et très intéressant. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, oui. Et à la limite, vous pouvez revenir. Il y a beaucoup de bonne volonté. On n'a même pas parlé de financement. Oui, là, du tout, donc il manquera beaucoup de choses. C'est autre chose. Il manquera beaucoup de choses dans l'avenir. Mais je pense que dans la saison prochaine, on vous réinvitera. Vous reviendrez pour à la limite nous expliquer la continuité. Voilà, avec grand plaisir. Et j'espère pouvoir justement... vous présenter les personnes formidables. Voilà. Les personnes formidables qui sont aussi là, derrière ce projet, qui pleines de belles valeurs humaines, des compétences, des champs d'expertise, juste des personnes formidables, vraiment. Vous reviendrez à la rentrée, Stéphanie. Merci. Merci Enza. Merci à vous. On marque une pause. Les agitateurs du Hainaut revient dans quelques instants. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.